et bienvenue dans ce webinaire organisé dans le cadre de la Semaine de la qualité de vie au travail sur le thème de travailler ensemble. Et notre sujet aujourd'hui, c'est le cancer et travail, si on en parle. Donc, ce webinaire est animé en collaboration avec le comité départemental des Yvelines de la Ligue contre le cancer, représenté aujourd'hui par le docteur Robert Olivares, qui est donc administrateur délégué à la prévention et à la promotion du dépistage. Et Bonjour. Bonjour Robert, et par Estelle Dufetel, qui est bénévole au comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer et fondatrice du centre de formation et coaching Boost. Bonjour. Bienvenue à toi Estelle, et puis par moi-même, Sabrina Mocabelli, qui est chargée de mission à la RAC Île-de-France. On va commencer par une brève présentation du réseau ANAC-TARACT. C'est un réseau constitué de l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail et de 17 associations régionales d'amélioration des conditions de travail. C'est un réseau paritaire constitué d'équipes pluridisciplinaires qui ont donc une mission qui participe donc à une mission financée par les pouvoirs publics. On intervient auprès d'entreprises, des entreprises du secteur public et privé, en particulier les PME-PMI et leurs partenaires, bien sûr, dans des démarches qui visent à promouvoir des actions d'amélioration des conditions de travail et bien sûr atteindre aussi la performance économique, parce qu'on a toujours un double objectif. On intervient aussi sur des étapes de capitalisation des expériences développées dans des entreprises et puis on les fait connaître et on les transfère à d'autres entreprises. Et ces missions, bien sûr, sont remplies dans le cadre d'orientation concertée avec l'État, la région et l'ANACT, et bien sûr décidée par les partenaires sociaux. Je vais donc céder la parole à Robert, qui va donc nous parler du cancer et du travail. Merci Sabrina. Donc, je vais donner d'abord quelques éléments de contexte, quelques chiffres qui sont à peu près partout, mais qu'il est bon d'avoir en tête. Donc, il y a 400 000 nouveaux cas de cancer par an et il y a environ 3 millions de personnes qui vivent avec un cancer ou un antécédent de cancer. Alors, 40% de ces cancers sont évitables et on verra que dans les entreprises, l'entreprise a un rôle également dans la promotion des dépistage et la prévention. On verra ça à la fin de ma présentation. Et en fait, selon les manières qu'on a de voir les choses, les études, les registres, etc., on estime qu'il y a entre 25 et 40% des patients atteints de cancer qui sont en activité ou en âge de l'être. Et on peut le voir un petit peu différemment dans les deux graphiques qu'il y a en bas, qui représentent l'incidence, donc le nombre de nouveaux cas par tranche d'âge, dans les tranches d'âge jusqu'à 60 ans. Si on fait la somme, on ne voit pas très bien, mais juste si on fait la somme des incidences jusqu'à 60 ans, donc en âge de travailler, plus ou moins, on a à peu près 1,1 à 1,5% des gens qui ont un cancer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une organisation professionnelle d'une centaine de personnes, s'ils ont des tranches d'âge à peu près homogènes, si ce n'est pas uniquement des jeunes, vont avoir à faire un cas de cancer par an. Donc, il va falloir s'en occuper. Voilà. Et d'autant plus que 60% des cancers se guérissent et beaucoup deviennent une maladie chronique. Et ça, c'est grâce aux nouveaux traitements et bien sûr à la meilleure survie qu'ils s'entraînent. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une place dans l'entreprise, il y a vraiment le patient atteint de cancer n'est pas à part. Hein, il fait partie de l'entreprise, c'est pas rare, il fait partie de l'entreprise. Et tous les cas sont différents. Il n'y a pas un cas, mais des cas de cancer, chaque cancer étant très différent. Voilà. Donc, quand un salarié a un cancer, de quoi souffre-t-il? Bien sûr, il y a des atteintes physiques, mais aussi cognitives, de par la maladie et ou les traitements, et c'est la majorité des cas. Donc, il y a la fatigue, ça c'est très important, parce que ça touche beaucoup de gens, la majorité. Des douleurs, il y a des limitations cognitives, ce qui peut poser des problèmes dans certains postes, bien sûr, des problèmes de concentration, de mémoire. Tout ça dans une ambiance de dépression, d'anxiété qui est bien naturelle dans cette maladie. Et sont apparues depuis les nouvelles thérapeutiques, enfin relativement nouvelles, je dirais, ce qu'on appelle les thérapies ciblées, qui souvent, fréquemment, donnent des problèmes cutanés, donc qui sont visibles et qui peuvent être vécus comme stigmatisants par les personnes atteintes. Donc le cancer, pour le salarié, c'est souvent un synonyme d'isolement, d'insécurité professionnelle et de rupture dans son parcours professionnel. Et en effet, le cancer affecte l'employabilité. Il y a une étude de l'Institut du cancer qui a été faite en 2018
qui montre que 20% des personnes en emploi au moment du diagnostic ont perdu leur travail 5 ans après. Alors, ça peut être vu comme encourageant parce que ça veut dire que c'est une minorité, mais il y a encore des efforts à faire. Parmi les gens qui sont en emploi au moment du diagnostic, eh bien, il y a une majorité qui vont garder le même emploi, 55%, 17% vont en changer, et en gros, grosso modo, un quart va passer à temps partiel thérapeutique. Donc, les 20% qui restent se répartissent entre des mises au chômage, des invalidités, des mises en invalidité, et des gens qui partent à la retraite, que ça soit souhaité ou un peu forcé de par la maladie. Alors, le parcours d'un patient dans l'emploi, quand il atteint le cancer, ça suit 3 étapes clés. La première étape, c'est le moment de diagnostic. Les questions qu'il se pose, c'est, bon, d'abord, c'est un choc, bien sûr, physique, psychologique, on l'a vu, mais les questions qui se posent, c'est est-ce que j'en parle? Et à qui? Est-ce que je le dis? À mon chef, à mes collègues, à la DRH, à qui je parle? Donc, c'est très anxiogène à ce moment-là. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de traitement, c'est-à-dire la phase un peu chronique où il va être traité, il va avoir des traitements, et là se pose la problématique non seulement de l'atteinte de l'intégrité psychologique et corporelle, mais des arrêts maladie, de l'absentéisme, et aussi il faut se poser la question de quels sont les besoins pour le patient, quelles sont ses attentes. Et ensuite, quand il a passé un peu cette phase, il y a l'après-traitement. Est-ce que je peux reprendre? Et si oui, dans quelles conditions? Est-ce que je vais avoir le même poste, un poste adapté? Est-ce que je prends à temps partiel, à temps plein, etc., etc. Donc ça, c'est toujours une phase pour chaque patient qui est identique. Voilà. Plus ou moins aiguë, mais identique. Alors, quand on se passe du côté de l'entreprise, ben, le cancer impacte l'organisation de l'entreprise. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'un patient atteint de cancer, c'est pas le seul qui est touché. L'entreprise est touchée de par l'absentéisme, le recours au contrat temporaire, mais les équipes sont touchées parce que la répartition de la charge de travail, elle est différente après, à cause des arrêts de travail, etc. Donc, ça peut créer des tensions dans les équipes. Et il y a une personne qui est en première ligne et qui a qui a un poids énorme et qui est très difficile, c'est le manager de proximité. Le management de proximité, pour lui, c'est l'acteur de première ligne face à un patient atteint de cancer, et Estelle va nous détailler tout l'accompagnement qui peut être proposé à ces managers. Donc, on pourrait dire que le cancer, c'est un facteur d'isolement qui modifie les relations sociales, non pas uniquement pour le salarié, mais également pour l'équipe tout entière. Et en effet, il y a eu une étude qui a montré que 43% des collaborateurs ont jugé que l'absence du salarié malade a perturbé l'organisation de l'entreprise. Voilà. Et puis ensuite, il y a un coût économique. Il y a des arrêts maladie qui représentent plus ou moins 500 millions d'euros par an, et une durée moyenne, je parle bien de la durée moyenne d'arrêt de travail qui se situe, bon, bah, selon les cas, c'est comme on avait dit, il y a des cancers, donc c'est très différent d'un cas à l'autre, entre 6 et 12 mois, avec un absentéisme d'environ 16 jours par mois pour un salarié. Alors, à la Ligue, excusez-moi, j'ai cliqué 2 fois. À la Ligue, on pense que la prise en compte des situations de cancer relève de la responsabilité sociétale et morale de l'entreprise. En effet, les actions qui sont menées pour accompagner le salarié atteint de cancer, ils visent aussi à améliorer la qualité de vie au travail, la performance et la productivité. Donc, il y a un schéma, vous ne voyez pas très bien le texte, mais ce n'est pas bien grave. Le premier montre que si quelque chose d'important, c'est d'éviter la perte de compétences et de développer la qualité de vie au travail, ce qui va impacter positivement la performance. Le deuxième cas, ça serait d'augmenter la cohésion d'équipe, de se rendre compte que le salarié atteint de cancer, il y a lui et puis il y a aussi l'impact sur l'équipe. Et si on prend en compte ça, si on favorise l'engagement, eh bien, on améliore la cohésion des équipes. Donc, c'est indirectement aussi un facteur de productivité. Et en bas, la moitié en bas, c'est tous les facteurs économiques dont on a parlé déjà en termes d'euros et en termes d'absentéisme du salarié.
Alors, il y a des leviers qui existent pour favoriser le maintien dans l'emploi. Alors, il y a le temps partiel thérapeutique, c'est un dispositif qui est connu dans sa dénomination, mais finalement assez peu dans ses modalités pratiques de mise en œuvre, qui est quelque chose de très important dans ce cadre-là. Il peut y avoir des aménagements d'horaires, de tâches, de postes de travail, de l'environnement. Il y a le télétravail qui, bien sûr, maintenant est plus ancré dans les mœurs. Et ça, par exemple, je donne juste l'exemple de patients qui ont des radiothérapies fractionnées. Alors, on fractionne les radiothérapies parce que ça améliore la tolérance. Alors, c'est des gens qui vont aller sur des séances courtes de 20 minutes, 3 fois par semaine, voire même tous les jours, au centre de radiothérapie. Eh bien, on peut tout à fait envisager en télétravail, quand ils ont leur séance, d'organiser ça autour du télétravail et ça évite l'arrêt de travail pur et dur. Ensuite, il y a la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, qui est peu connue, mais c'est parfois un peu mal perçu par les patients parce qu'il y a le mot handicapé, mais ce dispositif ne s'adresse pas uniquement aux handicapés physiques, par exemple, qui sont dans des fauteuils roulants, ça s'adresse aussi aux patients atteints de cancer. Et là, je voudrais souligner le rôle primordial des services de médecine du travail, la médecine du travail, pour l'accompagnement, le maintien et le retour dans l'emploi. C'est important pour nous que le salarié ait un dialogue avec le médecin du travail dès le départ et surtout pour envisager tous ces dispositifs et surtout quand il revient d'un arrêt de travail long, ce qu'on appelle l'entretien de reprise. Voilà, alors en collaboration avec des entreprises, la Ligue contre le cancer a créé un programme qui s'appelle Ligue Entreprise, auquel vous pouvez donc faire appel, qui se divise en deux grands thèmes, je dirais. Une sensibilisation avec des conférences d'une demi ou une journée qui est complètement adaptée aux besoins de l'entreprise et qui permet de mieux comprendre les implications de la maladie dans l'entreprise. Ce qu'on appelle un serious game, c'est une espèce de jeu de loi qui permet d'aborder de façon un peu plus ludique et surtout d'interagir avec les animateurs de la Ligue sur ce thème de cancer au travail. Il y a l'accompagnement individuel dont Estelle va vous parler dans une minute. Et sur le volet de la prévention, ce que je disais, il y a aussi un rôle parce que si on fait de la prévention, on prévient l'apparition des cancers. Si on fait de la promotion des dépistages, on dépiste des cancers à un stade précoce de la maladie, où les traitements qui vont être envisagés sont moins lourds, donc entraînent moins d'arrêt de travail, ont moins d'impact sur le salarié, sur les équipes et sur l'entreprise. Donc c'est important, la prévention, même au sein de l'entreprise. Et là, on peut animer des thématiques de prévention complètement adaptées aux besoins des entreprises, donc avec des espèces de stands. Et on a également une exposition interactive avec la présence des animateurs de la Ligue ou de façon autonome qui permet de s'informer, de tester ses connaissances sur le cancer de manière un peu plus ludique, je dirais. Alors, c'est important de savoir, si vous êtes intéressé par ce programme, que le contact, c'est le comité de la Ligue contre le cancer de votre département. Parce qu'il y a la Ligue nationale que vous connaissez, parce qu'il y a les spots à la télé, etc. Mais la Ligue, c'est une fédération. Donc, il y a la Ligue nationale. Et puis, vos contacts de terrain, c'est les comités de la Ligue de votre département, dont les coordonnées sont, pour le coup, sur le site Internet de la Ligue nationale. Et je pense s'attacher, j'espère, à la fin des slides. Voilà ce que je voulais vous dire un peu sur l'impact de la maladie sur les salariés et l'entreprise. Et je vais passer la parole à Estelle qui va rentrer dans le thème de l'accompagnement. Merci. Merci. Donc, effectivement, moi, je vais aborder l'aspect au niveau du management, les enjeux finalement du management pour arriver à gérer finalement une absence, maladie dans son équipe. Alors, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Manager, accompagner la maladie en entreprise. Finalement, il y a beaucoup d'enjeux. Le premier, de façon très rationnelle, je suis manager. Je suis censée, en tout cas, j'essaye de connaître les dispositifs d'accompagnement légaux et conventionnels. Les interlocuteurs clés. Alors, évidemment, il y a des choses qui peuvent être compliquées. Trouver la bonne posture face à la maladie, quelque chose d'incertain qui peut me toucher plus personnellement. Ça, c'est un des enjeux. Deuxième aussi enjeu, c'est comment je vais accompagner le collaborateur lors d'un départ et ou d'un retour de congé maladie. Ensuite, comment je vais me préserver en tant qu'individu, préserver le collaborateur et enfin aussi, bien sûr, même
préserver les équipes pendant cette période transitoire. Je vous propose donc de traiter chacune des étapes. 3 étapes. On a la première étape, c'est je suis manager, comment, face à une annonce maladie, cancer, comment je peux préparer le départ de mon collaborateur? Comment je vais me rendre disponible pour la personne concernée? Comment je vais définir une stratégie de communication adaptée? Comment je me positionne par rapport à mon équipe? Deuxième étape, le départ. Comment je vais m'adapter à cette absence? Quelle est la posture justement à adapter? Les pièges à éviter, comment j'absorbe la charge? Comment je conduis cette réorganisation? Et enfin, le retour, la réintégration. Comment se rendre disponible aux sollicitations du collaborateur qui revient dans la nouvelle organisation? Comment je prépare ce retour? Et enfin, comment je facilite la réintégration dans la vie de l'entreprise? Eh bien, je vous propose de décortiquer chacune des étapes. Première étape, on est sur le départ. Finalement, un des enjeux, effectivement, c'est de travailler sur ma posture. Je suis manager, mon collaborateur m'apprend qu'il est atteint d'une maladie, du cancer. Première chose, c'est je vais accueillir l'annonce de la maladie. Et pour accueillir l'annonce, je vais accueillir l'émotion du collaborateur lors de l'annonce. Comment je peux accueillir une émotion? Déjà, je vais me rendre disponible. Je vais montrer mon empathie. Et pour me protéger un petit peu, c'est un petit truc, entre guillemets, de coach, c'est je vais essayer de reformuler grâce à une écoute active. Donc, je vais vraiment être dans la posture d'accueil. Je reçois. Pour recevoir, c'est aussi arriver à poser des questions ouvertes. Une question par question. Et tout en respectant le silence, pour laisser la place aux collaborateurs de pouvoir s'exprimer. Cet accueil, il se prépare. Et comment préparer un accueil? C'est de se demander, tiens, quels effets cette annonce peut-il avoir sur mon collaborateur? Comment je vais reformuler cette annonce en une phrase courte? Quelles sont les ressources du collaborateur sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer? Donc, il y a tout ce travail aussi en amont de préparation. Une fois que j'ai accueilli, j'accompagne. Ça veut dire que je reprends mon rôle, entre guillemets, je l'ai depuis le départ, mais encore plus de manager. J'obtiens l'écoute, j'informe sur les dispositifs d'accompagnement de l'entreprise. Je vais, alors à bon escient et au bon moment, mais à un moment donné, il va falloir clarifier la passation de dossiers et de co-construire une collaboration pour gérer la période d'absence. La co-construction, c'est vraiment un point clé. Parce que du coup, le collaborateur, en tout cas, ça va peut-être permettre au collaborateur de moins se sentir dans cette posture de victime, mais essayer vraiment dans cette posture de co-construction, de responsabilisation. Bien sûr, pour accompagner, je dois préparer cet accompagnement. Je dois m'interroger sur quel aménagement vais-je prévoir pour l'accompagner au mieux, au niveau des horaires. Quand est-ce que je dois prévoir un point à mi-parcours avec lui? Donc ça, c'est la posture au niveau du départ. Et de façon plus pragmatique, le départ, c'est de se dire, tiens, il y a des indicateurs qui me permettront de me dire, tiens, est-ce que j'ai accompagné ou non ce départ en maladie? J'essaie de vous lister une série d'indicateurs. Et j'invite le manager aussi à s'en lister aussi, pour que ce soit assez concret, pour qu'on puisse remettre beaucoup de rationnel aussi, afin d'avoir vraiment des éléments très pragmatiques. Combien ai-je réalisé d'entretiens pré- et post-maladie? Est-ce que le respect du principe de non-discrimination dans l'évolution professionnelle de mon collaborateur a été appliqué? Je vais essayer de créer un environnement favorable. Dans quelle mesure je vais arriver à mettre de la souplesse dans les horaires, à être indulgent quant aux absences non anticipées?
Comment je vais essayer, moi aussi, à mon niveau de management, de faire reculer la culture du présentéisme, des réunions non tardives, une sorte de souplesse avec le télétravail. Donc, c'est les pistes. Hein. On en verra d'autres. Donc, on est toujours sur le départ avec des indicateurs. Seconde période, accompagnement de la période d'absence. Comment j'accompagne la période d'absence, qui est une période d'incertitude en tant qu'individu, en tant que manager, pour le collaborateur et pour les équipes. La première chose, au niveau du collaborateur, c'est je garde le lien. Ce lien, c'est un facteur d'amélioration de la qualité de vie de mon collaborateur. Ce soutien social est primordial, à valider en amont avec lui. Mais s'il est d'accord, c'est je le tiens informé des évolutions de l'entreprise. Je prends des nouvelles. Ensuite, vis-à-vis des équipes et aussi du collaborateur, je vais essayer d'anticiper. Ça, on en a un petit peu parlé au niveau des indicateurs. Je vais anticiper peut-être des pratiques en lien avec l'harmonie pro et perso de mes collaborateurs. Je vais incarner une sorte d'exemplarité pour veiller à ce que cette harmonie pro-perso soit vivable pour tous, pour moi aussi. Je vais essayer d'éviter d'envoyer des mails à des heures incongrues. Je vais éviter d'organiser des réunions au-delà d'une certaine heure. Pourquoi ? Parce que je vais essayer quand même de préserver mes équipes qui auront sans doute une surcharge de travail pendant un moment donné, quelle que soit l'organisation que je vais décider. Je vais essayer aussi, troisième point, de piloter l'organisation. Et c'est peut-être même le moment, l'opportunité pour mes collaborateurs, pour mon équipe, pour moi en tant que manager, de prendre du recul sur l'organisation et de les faire réfléchir chacun sur quel est leur périmètre, quel rôle à jouer ont-ils par rapport à mon entreprise. C'est quoi leur enjeu ? Donc, ça me permet peut-être de prendre un peu de recul et de réorganiser certaines choses et d'être encore plus efficace. Dernier point, c'est je valorise le feedback. J'inculte cette culture. C'est une culture permanente, c'est une culture de développement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je prends la température encore plus vis-à-vis de mes équipes. Comment ça va ? Comment se passe ce dossier ? Avec des questionnements ouverts. Que penses-tu de cette nouvelle organisation ? Je vais vraiment essayer d'être présent. Voilà les points, en tout cas, que l'on développe autour de webinaires ensuite, avec des cas pratiques pour la Ligue. Donc, j'accompagne vraiment cette période d'absence. Troisième et dernier moment, entre guillemets, j'accompagne le retour. Donc, comment je vais accompagner ce retour ? Il y a plusieurs enjeux, on l'a vu avec Robert. Du côté du salarié, on a bien compris, bien sûr, qu'il y avait des symptômes physiques. Il y a aussi des symptômes au niveau des émotions, c'est ce sentiment d'être hors circuit, la diminution de la confiance en soi, une perte d'estime de soi. Et ça, c'est vraiment une clé pour le manager d'en avoir vraiment conscience au niveau de l'empathie. Du côté de l'entreprise, évidemment aussi, il y a des enjeux. L'environnement professionnel est nécessairement modifié. Quid du remplaçant ? Sur le retour, on est encore sur ce travail de je travaille, j'adapte, j'adopte une posture équilibrée entre je collabore, mon collaborateur revient, bien sûr je garde cette posture d'écoute. Je renforce la bienveillance au sein de l'équipe et des entités, ça c'est très important. Je vais donner les moyens à mon collaborateur qui revient que ce retour se passe dans les meilleures conditions possibles. Ça veut dire que je vais lui donner des informations nécessaires pour m'assurer que ce retour soit efficace. Toujours avec cette fameuse culture du feedback. Et point clé, je vais avoir une stratégie de communication adaptée à co-construire aussi avec mon collaborateur qui revient.
Ça, c'est vraiment cette histoire de collaboration. Et ensuite, deuxième point, c'est je responsabilise. Comment je vais professionnaliser ma relation? J'invite aussi à se placer aussi en posture de coach. Ça veut dire vraiment co-construction en posant des questions ouvertes, en faisant confiance à mon collaborateur qui revient. Il faut aussi penser à donner les moyens, à proposer des formations adaptées. Et surtout, et ça c'est le warning, et c'est peut-être un des outils qu'on utilise beaucoup en coaching et qui n'est pas évident, c'est ne surtout pas rentrer dans ce fameux triangle du sauveur, victime ou persécuteur. Et préserver vraiment le manager qui a effectivement un vrai challenge par rapport à ça. Et du coup, nous sortir de cette position et de bien rester manager. Je terminerai avec la dernière slide, moi j'ai beaucoup aimé. Mais c'est les petites phrases et les petits gestes qui font du bien. Et je vous invite simplement à les lire en silence. Et puis, voilà, ça va être la fin de mon intervention. Je vous laisse juste 1 minute pour les digérer, ces petits gestes qui font du bien. Merci. Merci Estelle. Donc, on va aborder la partie consacrée donc, à la démarche de maintien en emploi, mais qui est bien sûr en lien avec ce que nous ont exposé Robert et Estelle. Et avant de rentrer donc, vraiment dans les étapes de la démarche de maintien en emploi ou du retour à l'emploi, nous allons aborder aussi la thématique des maladies chroniques évolutives qui touchent aujourd'hui 20% de la population française. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que 80% des personnes à qui on a diagnostiqué une maladie chronique évolutive avaient un emploi au moment de cette annonce et que 2 ans plus tard, un tiers des personnes avaient perdu leur emploi ou alors quitté leur emploi ou étaient en arrêt maladie. Donc, les maladies chroniques évolutives et le cancer peuvent amener à une exclusion du monde professionnel, que ce soit au moment de l'annonce, au moment du traitement, du départ de l'entreprise, mais aussi au retour à l'entreprise s'il n'est pas correctement préparé. Et cette exclusion du monde professionnel est notamment due aux difficultés que rencontrent les entreprises aujourd'hui à gérer les variabilités qui sont induites par ces maladies et au final leurs impacts sur les salariés en termes de fatigue, d'effets secondaires, ce que nous a expliqué Robert tout à l'heure. Et donc les entreprises et encore plus les managers de proximité qui sont en première ligne sur ces questions ont bien souvent des difficultés donc à intégrer ces paramètres de variabilité dans la répartition de la charge de travail au quotidien entre les différents membres de l'équipe et n'ont pas réellement les clés aujourd'hui pour pouvoir mener à bien des démarches de maintien en emploi et de retour à l'emploi. Par ailleurs, l'absence de repérage précoce ou de prise en charge précoce de ces pathologies par les acteurs de l'entreprise et ou par les acteurs du maintien en emploi peut aggraver les situations de santé et peut aggraver les risques d'inaptitude et au final aggraver encore plus cette désinsertion professionnelle, en particulier pour les personnes qui sont en retour dans l'entreprise après un arrêt long qui n'a pas été anticipé, préparé et qui se retrouvent après derrière à se retrouver sur des arrêts encore plus prolongés parce que le retour à l'emploi a été problématique et vécu de manière traumatique. Donc, il est important pour prendre en compte l'impact de ces maladies sur la personne, mais aussi dans le travail, parce que ça impacte les deux. Il est nécessaire de mettre en place des démarches collective de maintien en emploi qui nécessite bien sûr de bien identifier et de bien appréhender quels sont les acteurs qui doivent être associés à ces démarches de maintien en emploi, que ce soit les acteurs de la sphère privée, comme les médecins traitants, ou des acteurs de la sphère professionnelle, afin de mettre en place une démarche cohérente. Et parmi les acteurs incontournables de ces démarches de maintien en emploi, on connaît bien sûr le médecin du travail, le DRH, le manager de proximité qui est en première ligne pour réguler le travail, les partenaires sociaux qui sont destinataires d'informations très importantes et qu'il est nécessaire d'intégrer à ces démarches pour qu'ils
puissent construire ensemble la réflexion autour de cette question du maintien en emploi, mais au-delà de ça aussi les actions de maintien, hein, les actions nécessaires au maintien et au retour à l'emploi, et puis bien sûr les acteurs institutionnels, le médecin généraliste que j'ai déjà évoqué. Donc, toutes ces personnes jouent un rôle essentiel dans la mise en place de solutions pérennes pour le retour à l'emploi. Donc, la démarche de maintien en emploi est une démarche qui est co-construite, hein, pour agir sur l'impact des maladies chroniques évolutives et des cancers sur le travail et sur la personne. Et pour mettre en place ces démarches, il est nécessaire de sortir du paradigme actuel qui est d'avoir une approche individuelle qui est centrée donc sur la pathologie, sur la personne. Et compte tenu de la population de travailleurs qui potentiellement est concernée par cette problématique, il est essentiel aujourd'hui pour les entreprises de passer vers une démarche qui est plutôt globale et qui peut apporter des réponses collectives aux besoins des salariés concernés, mais aussi aux besoins des managers, aux besoins des collègues et du collectif de travail. Et donc, cette démarche globale et cohérente va traduire l'engagement de l'employeur ou de l'entreprise à trouver des solutions collectivement, hein, et va aussi instaurer un climat de confiance qui va, lui, être propice à la bonne résolution des difficultés rencontrées, soit par l'individu ou, bien sûr, le collectif ou le manager. Pour mettre en place donc cette démarche de maintien en emploi, il est nécessaire de concilier l'impact des maladies et la performance. Il y a forcément un lien. On ne peut pas aujourd'hui se dire que une personne qui a un cancer ou une personne qui fait face à une maladie chronique évolutive doit gérer ça de manière individuelle parce que ça serait peut-être uniquement le problème du salarié, mais non, au contraire, c'est aussi une question qui incombe à l'entreprise et on doit au travers de cette conciliation des impacts et de la performance, construire ensemble des manières d'y répondre. Et donc là, on va prendre en compte la variabilité des travailleurs qui sont touchés par ces maladies et la nécessité d'avoir des ajustements, d'avoir du temps pour aller, comme le disait tout à l'heure Robert ou Estelle, d'aller faire une consultation médicale, d'avoir du temps pour prendre un traitement sur son lieu de travail, voilà. Et pour cela, il est nécessaire donc que l'entreprise soit souple, que les organisations soient souples afin de pouvoir permettre des régulations individuelles, mais aussi des régulations collectives sur comment on répartit la charge de travail. Et tout ça se fait dans le cadre d'une démarche de maintien en emploi en conciliant donc cet impact des maladies et performances. En plus donc, de cette thématique, il est nécessaire aussi, comme nous disions juste avant, d'avoir une coordination des actions des différents acteurs, qui soient internes à l'entreprise ou externes à l'entreprise, pour être plus efficace dans l'identification des situations, mais aussi être plus efficace dans l'accompagnement des personnes, soit au retour à l'emploi ou alors au maintien en emploi. Pour ce faire, il est fortement recommandé, ou en tout cas cette démarche se fait sous la forme d'une démarche projet qui donc va, en s'appuyant sur les acteurs internes, externes du maintien en emploi, travailler autour de la circulation de l'information entre les différents acteurs, très nécessaire, mais aussi va s'appuyer beaucoup sur la communication interne pour éviter les stigmatisations, pour sensibiliser les acteurs internes, va identifier des problématiques en lien avec les spécificités des situations de travail et des activités, et bien sûr, ces acteurs vont réfléchir ensemble, discuter à des pistes d'action, et plus on aura d'acteurs autour de la table, et plus on va élargir l'éventail des propositions d'action, et pas seulement se limiter peut-être à des aménagements de postes. Voilà, ça ouvre en tout cas le champ des possibles pour les personnes qui sont concernées par cette thématique. Puis, pour dernier déterminant, ou en tout cas dernière étape pour mettre en place cette démarche non, pas dernière étape, c'est l'avant-dernière, mais très, très important pour mettre en place une démarche de maintien en emploi, c'est de construire ensemble un référentiel commun sur qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui
une démarche de maintien en emploi, qu'est-ce qu'on va identifier comme déterminant? Avant, on était plus sur une démarche axée sur des pathologies, sur les capacités individuelles, sur des restrictions. Là, on va passer sur une approche qui est plus globale. Donc, qu'est-ce qui va nous servir de référentiel commun pour mener à bien cette démarche? Et donc là, il va s'agir d'aller analyser les situations de travail, se focaliser en tout cas sur le travail réel, qui va permettre de traiter les impacts des pathologies dans le travail sans trahir la sphère, la confidentialité des situations, mais aussi sans trahir le secret médical, en faisant des focus sur vraiment quels sont aujourd'hui les déterminants qui peuvent être mobilisés, quels sont les leviers, les contraintes dans les situations de travail qui vont être soit favorables ou défavorables à du maintien en emploi ou du retour à l'emploi. On va interroger les organisations du travail, les effectifs, les espaces, voilà, les relations sociales, etc. Une fois donc qu'on a bâti ce référentiel, on va donc construire notre projet, notre démarche de maintien en emploi, qui va être donc une démarche en 4 temps. Une démarche qui va d'abord commencer par une phase de cadrage, hein, tout à fait voilà, c'est pour poser donc, le contexte, comment on va travailler, avec quels acteurs, avec quelles ressources. Et cette démarche sera spécifique à chaque structure disposant de ressources et de moyens qui sont différents. Une fois qu'on a donc structuré notre projet, on va faire un état des lieux des situations aujourd'hui qu'on rencontre dans notre structure, quel est l'historique des actions menées en faveur du maintien en emploi, par exemple, quel est le nombre de RQTH que j'ai dans mon entreprise, identifier les circuits de l'information autour de ces questions. Est-ce que les salariés savent auprès de qui prendre contact pour signaler quelque chose? Voilà, comment aujourd'hui cette démarche existe et comment on peut améliorer ce qui existe dans cette phase d'état des lieux. On va lister bien sûr les situations de travail qui sont impactées et puis repérer les personnes en difficulté. Puis la troisième étape va être l'étape de la co-construction de manière concertée et cohérente des actions d'amélioration et l'identification bien sûr d'une méthode d'accompagnement au retour à l'emploi pour les personnes qui sont déjà en arrêt lent ou en arrêt, tout simplement, en lien avec la pathologie, que ce soit un cancer ou une autre maladie chronique évolutive, et puis aussi la manière de maintenir en emploi les personnes qui sont dans la phase où ils découvrent, on leur annonce cette maladie, ou alors, voilà, une des 3 phases que Estelle et Robert nous ont décrites. Dans cette troisième étape, donc, on va construire ensemble des actions d'amélioration. On va mobiliser l'agilité de l'entreprise, sa souplesse, sa capacité à trouver des régulations individuelles et collectives pour répondre à ces problématiques. Et puis, on va passer à la dernière étape, qui est donc l'étape autour de l'évaluation de cette démarche de maintien en emploi, et puis de la suivre dans le temps, hein, comment elle évolue dans le temps et comment pérenniser cette démarche. Sur l'étape 2, pour dresser l'état des lieux, je vous ai donné des exemples d'indicateurs qu'on peut aller analyser. Il est aussi possible de faire bien sûr des entretiens, et il est fortement conseillé de faire des entretiens ciblés avec la personne concernée sur quel est son souhait, est-ce qu'elle veut rester en emploi, est-ce qu'elle veut faire une petite pause, est-ce qu'elle veut prendre le temps de digérer l'information et de revenir, voilà, construire avec elle, faire cette régulation individuelle pour pouvoir après faire de la régulation au niveau collectif, mais aussi analyser les situations de travail, c'est aussi faire de la veille, c'est aussi se renseigner sur ce que font les autres entreprises du secteur ou les autres entreprises peut-être d'autres secteurs, mais qui peuvent aussi vous être utiles. Et voilà, donc en enchaînant ces 4 étapes, on arrive à mettre en place une démarche de maintien en emploi qui permet de rompre l'isolement des personnes qui sont déjà arrêtées et qui permet donc de donner la possibilité aux personnes qui souhaitent maintenir leur activité de pouvoir le faire dans de bonnes conditions pour eux, mais aussi pour le collectif de travail, pour le manager, mais aussi pour la performance de l'entreprise. Voilà donc pour cette partie. Nous allons passer donc à la partie des échanges et n'hésitez pas à poser vos questions. Peut-être allons-nous vous interpeller et initier peut-être l'échange. Si vous avez peut-être des retours d'expérience à partager avec nous ou des questions particulières
particulière sur les volets qu'a développé Robert ou Estelle sur la partie management, on ne peut pas mieux ces trois équipes. Pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat. On peut peut-être faire une conclusion les uns et les autres, peut-être un mot. En tout cas, pour ma part, c'est que ces approches sont complémentaires. Il est nécessaire de faire de la prévention sur cette question de cancer. Il est nécessaire de ne pas oublier que ce n'est pas une problématique individuelle, mais que ça concerne aussi l'entreprise et que les impacts vont forcément, il y aura forcément des répercussions sur l'entreprise et que voilà, la partie management et gestion de cette situation sur les différentes étapes est totalement nécessaire. Il faut se questionner sur comment aujourd'hui on est utile ou pas pour pouvoir répondre à ces situations individuelles qui au final se retrouvent aussi dans l'entreprise. Robert, Estelle, si vous souhaitez. Alors, moi, je veux juste rajouter, puisqu'il y a un petit peu de temps, parler en un mot de ce que c'est que la Ligue contre le cancer. C'est la seule association de lutte contre le cancer qui couvre tous les aspects de la maladie, non seulement le financement des projets de recherche comme d'autres, mais également l'aide aux malades, on en a vu des exemples, la prévention et la représentation des patients auprès des autorités ou des entreprises privées, que ce soit les assurances, l'industrie pharmaceutique, etc. Et en fait, l'originalité de ça, c'est que ça permet à la Ligue de créer ce genre de programme Ligue Entreprise qui est vraiment adapté sur mesure aux besoins des entreprises. Il a été créé avec certaines grosses entreprises, notamment des mutuelles, et je pense qu'il faut garder en tête qu'il y a cette collaboration qui peut se faire naturellement puisque ça fait partie des missions de la Ligue. Et puis juste, je finis en disant que c'est une association évidemment qui repose beaucoup sur les bénévoles et qui est financée à plus de 90% par les dons et les legs. Donc c'est une association indépendante des subventions ou de toute conflit d'intérêt. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter parce qu'on a un petit peu de temps. Très bien, merci beaucoup Robert. On a une question. Quels sont les avantages de la RQTH? Alors, je suis pas un spécialiste, je ne suis pas médecin du travail, mais grosso modo, en fait, la RQTH va donner un statut, si vous voulez, aux salariés qui est entre guillemets qui est officiel vis-à-vis de l'entreprise. Donc, il y a un dossier à déposer, qui est revu par une commission médicale et qui va officialiser un petit peu ce dont a besoin le salarié vis-à-vis de son employeur, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Donc, et ça c'est complètement individuel, hein, bien sûr, parce qu'il y a entre des handicaps très très lourds et puis des choses relativement légères, il y a tout un panel. Il y a une commission médicale et ça se fait avec une collaboration, disons, entre le médecin traitant et le médecin du travail qui complète le dossier quelque part et qui envoie ça à une commission. Et puis c'est elle qui attribue aussi les pensions d'invalidité quand il y a lieu et le montant de la pension, enfin le taux en tout cas de la pension. Donc c'est quelque chose à laquelle il faut vraiment penser quand enfin ça c'est l'entreprise perçoit des aides aussi grâce à ce statut. L'entreprise va percevoir des aides. Alors oui, ça peut-être, je suis pas un spécialiste de ça, mais voilà.
Et je crois qu'effectivement, les entreprises sont obligées d'avoir un certain quota de travailleurs dits handicapés. Je dis dits parce qu'handicapés, on pense toujours à la personne en fauteuil roulant, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est ça, oui, des personnes en situation de handicap. Voilà. Taux minimum, et quand on n'atteint pas, je crois que c'est 6%, On paye des pénalités, je pense. on paye des pénalités, et quand on a des personnes qui se signalent et qui demandent la reconnaissance de travailleurs handicapés en situation de handicap, c'est vrai que ça représente aussi, et ça peut avoir aussi des avantages pour l'entreprise. Mais au-delà de ça, ça permet d'avoir accès à des adaptations, des aménagements, des situations de travail, mais ça donne accès aussi à plein d'autres choses, des équipements pour lesquels l'entreprise, même si elle n'a pas la possibilité de les financer en interne, peut solliciter des financements des intervenants et des spécialistes du secteur du maintien en emploi, qui peuvent être la GFIP, qui peuvent être la Chefferie pour la fonction publique, et tous les autres spécialistes de cette question du maintien en emploi. Alors, non, je ne vois pas d'autres questions. Donc, Estelle, si tu souhaites... Un petit mot, c'est simplement, c'est vrai que notre accompagnement à la Ligue, comme le disait Robert, on co-construit avec l'entreprise suivant leurs enjeux. On met en place des cas pratiques pour que ce soit vraiment le plus approprié et que ça réponde le plus possible aux besoins de l'entreprise, du management, mais pas que. Il y a aussi du coaching individuel pour les personnes atteintes du cancer. Voilà, donc on est bien entendu à votre disposition si vous souhaitez plus de renseignements pratiques pour cette co-construction. Donc, le document est disponible au téléchargement dans l'onglet qui est à droite. Les deux dernières slides du document renvoient à des liens. Donc, vous avez le lien du comité départemental des Yvelines de la Ligue contre le cancer, et vous pouvez reprendre contact avec eux si vous souhaitez approfondir les notions qui ont été présentées aujourd'hui, ou simplement sensibiliser dans votre entreprise sur cette question. Et puis, vous avez aussi de la documentation produite par le réseau ANAC-TARAC sur cette thématique du maintien en emploi et du retour à l'emploi. Et vous pouvez bien sûr aussi revenir vers nous pour échanger et pour aller plus loin sur cette question. Juste une précision, Juste une précision, Sabrina, le contact se fait au niveau de chacun des départements, pas de la Ligue des Yvelines. Oui, bien sûr. Voilà, donc il faut que la personne, si l'entreprise est située dans le Maine, je sais pas, dans le Maine-et-Loire, il faut contacter la Ligue du Maine-et-Loire. Mais Ligue Entreprise, ce que j'ai oublié peut-être de préciser, c'est un programme national, c'est-à-dire que ça a été conçu en collaboration avec la Ligue nationale, donc il est déployé dans toute la France. Très bien, merci pour cette précision. Effectivement, il faut contacter donc le comité départemental de son département et pas celui des Yvelines, qui risquerait de se retrouver saturé. Très bien, merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. On espère vous avoir apporté un éclairage sur cette thématique, le cancer et le travail. On peut continuer à travailler en ayant un cancer ou en ayant eu un cancer, en ayant une maladie chronique évolutive, à condition que l'entreprise mette en place une démarche de maintien en emploi. Voilà, donc nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée.